Dans cette première diapositive, je voulais vous montrer que l'habitat était au cœur des enjeux de santé publique. En effet, nous passons énormément de temps dans notre habitat, jusqu'à 80-90% de notre temps à l'intérieur d'espaces clos, et en particulier 50% dans notre habitat. Et donc, autrefois, l'habitat posait des questions de risques infectieux, notamment de la tuberculose. Et puis aujourd'hui, on parle de la gestion des risques environnementaux, en particulier avec ces pathologies chroniques liées aux environnements intérieurs et des enjeux énergétiques. Les dispositifs d'intervention dans les politiques de l'habitat sont très diversifiés et nous attendons un décret sur les règles d'hygiène et les mesures propres à préserver la santé de l'homme dans l'habitat. Donc c'est dans ce contexte que le directeur général de la santé nous a saisi le 21 avril 2018 pour travailler sur un habitat favorable à la santé. Alors l'objectif était en 3 temps. D'abord, de produire un document de référence sur les propriétés de l'habitat qui ont un impact sur la santé. Ce rapport a été publié le 31 janvier 2019. Il passait en revue tous les facteurs qui contribuent à un habitat favorable à la santé et nécessaires à mettre en place des politiques de santé publique dans l'habitat. Ce rapport nous a permis de construire une caractérisation du logement sur le plan sanitaire. Et c'est cet outil Domiscore qui a été publié donc, le 30 novembre 2020, qui propose donc des critères de salubrité qui va permettre de caractériser le logement. Et puis, dans troisième temps, dans cette saisine, nous avions, et nous l'avons déjà fait également, de proposer des lignes directrices pour les règles générales d'hygiène en matière de salubrité des habitations pour faire une modification, une révision du règlement sanitaire départemental. Alors l'outil Domiscore, qui est, comme j'ai dit, un outil qui permet de caractériser l'habitat sur le plan sanitaire, c'était un outil donc, qui peut être mis en œuvre par une variété de professionnels, experts ou non de l'habitat. C'était les ambitions que nous avions au départ, en partant du document de référence, de définir un outil multifactoriel avec une grille multicritère, un outil qui permettait aussi de définir des effets positifs de promotion de la santé dans l'habitat, un outil également à caractère universel qui concerne tous les types d'habitat, un outil facile également à lire et un outil de manière globale et synthétique, et surtout un outil de repérage. Je pense qu'il existe aujourd'hui d'autres types d'outils qui permettent de définir un habitat insalubre, décent. L'outil Domiscore arrive dans un premier temps, qui est un outil un peu global, qui permet de faire du repérage et qui va qualifier de manière globale l'habitat sur le plan sanitaire. L'objectif aussi était d'avoir un outil simple à utiliser et à comprendre, et également un outil évolutif. Évidemment, ceci n'est pas gravé dans le marbre, et cet outil a déjà évolué puisqu'il a déjà été testé l'année dernière, en 2020, et il continuera à évoluer lorsqu'il sera régulièrement utilisé. Alors, nous avions aussi des partis pris pour construire euh, cet outil Domiscore. Dans le rapport, nous avions évoqué aussi le comportement et le profil des occupants. Nous l'avons écarté, parti pris, et nous avons plutôt regardé l'outil Domiscore concernant l'habitat et son environnement proche comme des éléments structurels. Donc, la grille a vocation à qualifier un habitat dont l'occupation va évoluer dans le temps, et donc c'est les éléments structurels qui vont être pris en compte sur le plan sanitaire. Nous considérons également que cette amélioration des comportements est relevée plus d'autres aspects comme la médiation, la négociation et surtout l'accompagnement psychosocial que de vouloir coter un habitat en fonction du comportement et du profil des occupants. Deuxième parti pris que nous avons également fait, c'est d'avoir une qualification sommaire devant une multiplicité de facteurs et de problématiques complexes. Nous souhaitions avoir un classement le plus simple possible et donc avoir un équilibre entre une exhaustivité de tous ces paramètres
qui interviennent sur la santé de l'habitat et avoir un nombre raisonnable de variables à remplir sur la grille. Alors, la construction de la grille s'est fondée sur des variables qui ont été sélectionnées, qui vont couvrir les différents effets potentiels d'un habitat sur la santé des occupants. Nous souhaitions que ces variables soient limitées en nombre, qu'elles soient faciles à mesurer, sans aucun instrument de mesure, et qu'elles soient faiblement dépendantes de la subjectivité de l'évaluateur. Nous avons abouti à 46 variables et pour chacune de ces variables, nous avons défini 4 niveaux de notation. Vous avez ici un exemple, un élément que je présenterai tout à l'heure en déroulant cette grille, en fonction de cette notation, permettre donc de voir ces 4 niveaux de cotation qui, avec des couleurs, qui vont nous permettre donc de repérer finalement les niveaux de cotation par variable. Cette construction de la grille a pris en compte des thématiques dans lesquelles on a introduit ces variables. Et donc, ces variables ont été classées en 16 thématiques que vous voyez sur la diapositive, qui partent d'un élément de base qui est la protection physique dans le bâtiment, et puis d'autres aspects, comme vous voyez ici, qui concernent aussi bien l'électricité, les eaux, les installations sanitaires, les conditions thermiques, la dimension des pièces, les déchets, la qualité de l'air intérieur, les nuisances, qu'elles soient extérieures, nuisances sonores, l'éclairage, les nuisibles, l'alimentation, également l'accessibilité et la circulation. Et comme nous avons pris en compte également l'habitat, mais aussi son environnement proche, nous avons pris en compte les aspects extérieurs de proximité de l'habitat. Donc, c'est les thématiques qui ont été choisies et qui vont permettre donc de faire cette cotation de l'habitat lors de l'observation. Ce dont a besoin finalement l'évaluateur et quelle source d'information l'évaluateur aura besoin pour remplir cette grille lors de la visite de l'habitat. Ils sont de 4 niveaux. Vous verrez que dans la grille, on a recours à des diagnostics réglementaires qui vont permettre donc d'apporter des éléments, que ce soit le diagnostic amiante, plomb, l'isolation thermique ou l'installation électrique. Donc l'évaluateur se repose sur ces diagnostics réglementaires. Il a aussi recours à des données en accès libre. Nous verrons aussi qu'on a besoin de certaines données, par exemple de qualité d'air extérieur ou de radon ou d'autres problèmes donc de risques liés au bâtiment. Mais surtout, la majorité des variables portent sur l'observation in situ de l'habitat et de son environnement. En fait, lorsque on s'intéresse à un habitat, on a déjà l'environnement proche de l'habitat, puis ensuite on rentre dans le bâtiment, puis ensuite on va au domicile. Eh bien, c'est un certain nombre de variables qui vont être observées et cotées par l'évaluateur. Pour certains types de variables, on n'a pas pu faire autrement que d'avoir des échanges avec l'occupant, même si je vous avais dit qu'on ne prenait pas en compte le comportement des occupants. Malgré tout, certains points, certaines variables sont importantes à considérer et poser des questions à l'occupant, par exemple les nuisances sonores, lumineuses ou l'accès aux services de base. Donc c'est à partir de ces différentes sources d'informations que nous allons remplir cette grille d'Omiscore que je vais vous développer et nous allons voir à chaque type de thématique quels sont les points essentiels qui sont à relever pour remplir cette grille d'Omiscore. Premier temps, c'est les caractéristiques du logement. On coche si c'est un logement collectif, individuel, le profil aussi du type de logement, la zone, milieu urbain, milieu rural, l'occupant, est-ce que c'est un propriétaire occupant, un locataire ou autre, le territoire, et puis la typologie du domicile que l'on va visiter et sa région. Ça, ce sont des caractéristiques donc, qui sont prises en compte et qui ont permis, lors des tests qui ont été faits sur le Domiscore, justement de tester dans ces différents domaines pour avoir une vue un peu plus large des différentes caractéristiques de ces habitats en fonction des situations. Alors, je rentre directement dans les thématiques et c'est comme
des cubes que nous allons mettre les uns sur les autres. Dans chacun de ces cubes représente une thématique et il y a un certain nombre de variables. Et à la fin de la thématique, on va avoir un score et le score dépendra de la cotation la plus élevée que l'on a évaluée, que l'on a pu relever. Alors, parmi ces éléments de la thématique, il y a la partie solidité du bâtiment en termes de toit, charpente, façade. Et donc, vous voyez, par exemple, dans la cotation 0, la plus favorable, la cotation 3, la plus défavorable, mais si je me tiens à la cotation la plus favorable, on voit qu'on va regarder de visu la stabilité, la fonctionnalité de tous les éléments qui sont présentés dans cette variable et également la protection du ruissellement, des infiltrations, des remontées d'eau. Donc ça, c'est la partie bâtimentaire qui est prise en compte. Et vous noterez aussi une petite note sous cette variable qui, lorsque on a des scores 2 ou 3, eh bien, on est dans une situation, vous le verrez parfois dans certaines variables, qui amène à faire un signalement aux autorités compétentes pour revoir un petit peu et donc avoir peut-être un diagnostic plus complet dans ce repérage que l'on a pu faire. La deuxième variable concerne la solidité des éléments propres au logement, les planchers, les plafonds. C'est aussi de visu qu'on va vérifier la stabilité, la fonctionnalité de tous ces éléments. Et vous voyez que la cotation de 1, 2 et 3, en fonction des éléments qui posent problème, qui ne sont pas valides, eh bien, on va pouvoir les noter et on va avoir donc différents types d'éléments qui ne sont pas valides par rapport à la solidité des éléments propres au logement. Puis ensuite, il y a troisième notion en termes de protection physique, c'est la partie de sécurité concernant par exemple les fenêtres, les balcons, les garde-corps, les rambardes. Là aussi, on s'assure que les éléments de prévention des chutes des personnes et les ouvrages sont en bon état, où il n'y a pas de risque lié à la sécurité des éléments du logement. Donc cette première partie nous paraît fondamentale, elle se poursuit par deux autres variables que sont les risques naturels, notamment les problèmes d'inondation. Là, c'est par rapport à des cartes, donc la géolocalisation dont nous parlions tout à l'heure, et également, par exemple, c'est un logement situé en dehors d'une zone à risque par rapport à l'inondation ou mouvement de terrain, ou c'est un habitat qui n'est pas situé dans un périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques par rapport à la protection du risque technologique. Donc, ce sont ces éléments qui sont pris en compte tels que c'est écrit dans cette variable. Et donc, à chaque fois, on coche pour avoir la cotation. Et la dernière variable de cette thématique protection physique concerne la sécurité incendie. Et donc, on va vérifier dans cette partie-là l'équipement en détecteur, avertisseur de fumée. Le logement peut être évacué facilement. Le logement est facilement accessible aux dispositifs de secours où le logement ne présente aucun de facteur de risque incendie. Donc, on va noter un score de cette thématique et on pensait qu'il fallait démarrer avec cette thématique de protection car elle concernait les risques de sécurité physique des occupants, ce qui nous paraît le plus important à considérer. Par la suite, donc, on va regarder différentes autres thématiques. Là, il y a un petit peu moins de variables. On a le score en bas. Donc ici, il s'agit de la présence d'une installation électrique ou l'état de l'installation électrique. Donc ces variables, on va cocher donc avec ces diagnostics qui ne relèvent d'aucune non-conformité. En revanche, si on peut avoir avec la cotation 3, la plus défavorable, par rapport à des risques élevés mentionnés dans le diagnostic de l'état de l'installation électrique. Je poursuis d'autres variables et voilà une autre thématique qui concerne les eaux. Il y a trois types de variables qui concernent donc les eaux, soit les systèmes d'évacuation des eaux usées, l'accès à l'eau potable et l'accès à l'eau chaude sanitaire. Là aussi, on voit sur l'écran les différents équipements nécessaires et donc en fonction
de la présence ou non de ces équipements qui permettent d'évacuer par exemple les eaux usées, ou la présence d'un point d'accès à l'eau potable ou de l'accès à l'eau chaude, on va coter. Et donc, à la fin de cette thématique, on notera la cotation la plus défavorable qui fera le score de la thématique. La suivante vous parle des installations sanitaires. Alors, on voit dans ces différentes variables que parfois on touche l'insalubrité, on touche la décence, par exemple. Ici, c'est la présence de toilettes dans le logement ou la présence d'une salle d'eau ou une salle de bain dans le logement. Et donc, plus c'est défavorable, et donc l'absence de ces toilettes accessibles ou d'une salle d'eau ou de bain, eh bien, va coter plus défavorablement et donc on obtiendra également le score de cette thématique. Autre thématique, ce sont les conditions thermiques concernant la maîtrise du froid, la maîtrise de la chaleur et l'isolation thermique de l'habitat avec le diagnostic de performance énergétique dont on aura donc les éléments et puis également donc la présence de systèmes pour maîtriser le froid ou de systèmes qui vont permettre de réguler la chaleur et donc on va vérifier si c'est fonctionnel et suffisant. Inversement, si on a une absence d'un système de régulation de la chaleur, on notera que c'est une cotation donc défavorable avec donc le score de la thématique globale concernant les conditions thermiques. Autre sujet concernant le plomb et la dimension des pièces, donc avec le diagnostic plomb, en fonction de la date de construction de l'immeuble. Là, c'est ce diagnostic qui nous permet de détecter s'il y a de la présence de plomb ou pas dans cet habitat. Et puis la dimension des pièces également par rapport aux notions de règlement sanitaire départemental en fonction de la dimension des pièces et la cotation en fonction donc de la surface de ces pièces minimales et notamment également la notion de hauteur sous plafond qui est prise en compte dans cette variable avec le score de la thématique. Autre thématique concerne les déchets, et en particulier le stockage et la collecte des déchets, donc avec la notion d'un espace de stockage des déchets. Donc à chaque fois, on va observer ces différentes variables et on va cocher à chaque fois ce que l'on voit ou pas en fonction de ce qui est écrit dans cette grille pour répondre à la cotation. La qualité de l'air intérieur va concerner quelques variables, notamment la notion d'aération, et on s'est orienté plutôt sur la présence de fenêtres facilement ouvrables dans toutes les pièces de vie, la présence d'une ventilation fonctionnelle continue dans toutes les pièces, notamment les pièces d'eau, avec la VMC en état de marche. Et puis progressivement, on voit que l'absence totale de ventilation dans le logement fait une cotation très défavorable et avec donc côté 3. La présence également d'humidité ou de moisissure, c'est également un élément important par rapport à la qualité de l'air intérieur avec l'absence d'humidité ou au contraire la présence de moisissure. Et puis, on continue là sur des diagnostics qui ont été faits, notamment le diagnostic radon avec les valeurs mesurées de radon, le diagnostic amiante également, et puis le risque de l'intoxication par le monoxyde de carbone. Voilà, ces variables ont été donc placées dans cette thématique de la qualité de l'air intérieur avec le score de la thématique. Je poursuis sur les expositions aux nuisances environnementales dans l'air et les sols. Alors là, on est plutôt dans l'environnement proche de l'habitat en matière de pollution atmosphérique avec les cartes qui permettent donc de détecter l'indice annuel de pollution atmosphérique autour de ce bâtiment et donc avec différents paramètres sur la zone où se trouve, où est situé le logement, la notion également d'utilisation de pesticides autour de cet habitat et également donc la présence d'un sol pollué pour lesquels donc on a des informations sur avec
notamment le site Basias, sur l'implantation de ce bâtiment sur un sol potentiellement pollué. Voilà, et donc on obtient le score également de la thématique. Je vous ai dit également qu'on posait des questions aux occupants par rapport aux nuisances sonores. Là, c'est plus de la perception de bruit, soit ponctuels, soit au contraire fréquents, et qui vont entraîner une gêne importante pour les occupants, que ce soit des nuisances sonores intérieures, le bruit généré par la présence des voisins ou des équipements présents dans le bâtiment, et des nuisances sonores extérieures avec différents aspects donc intervenant dans ces nuisances sonores extérieures avec un score thématique bruit dans cette grille. Également l'aspect éclairage avec des nuisances lumineuses extérieures, l'éclairage naturel des pièces, l'éclairage artificiel des pièces et l'éclairage de l'accès au logement de nuit sont des variables également qui ont été prises en considération dans cette thématique éclairage. Et donc, avec là aussi cette notion d'interroger les occupants par rapport à ces nuisances lumineuses extérieures et de vérifier, l'évaluateur regarde également l'éclairage naturel des pièces ou l'éclairage artificiel de ces pièces et va vérifier aussi si on a un éclairage suffisant pour l'accès au logement la nuit. La présence d'animaux nuisibles également a été prise en considération donc comme thématique avec différents types de nuisibles que vous avez notés ici. Et donc, on va s'assurer de l'absence ou de la présence de ces nuisibles, soit avec des traces, soit avec des gènes ressentis par les personnes qui permet d'obtenir donc le score de la thématique. Nous arrivons vers la fin de ces variables que je voulais vous présenter rapidement. Là, on est à l'extérieur, de l'accessibilité au logement depuis l'extérieur. Est-ce qu'il y a des facilités finalement d'accès vers le logement ou au contraire, c'est un logement en étage, sans ascenseur, cotation la plus défavorable pour qui ne facilite pas finalement l'accessibilité au logement depuis l'extérieur. Également la circulation à l'intérieur du logement, l'état des surfaces, également la notion d'accessibilité à l'intérieur du logement, et puis enfin, au niveau de l'accès aux services de base qui a été ajouté dans cette thématique concernant l'accessibilité et la circulation. Enfin, nous arrivons vers la fin de ces variables avec les notions d'alimentation, avec un accès à une alimentation diversifiée à proximité, qui font partie aussi des facteurs favorables à la santé pour les occupants de cet habitat. Également la vue extérieure, à la fenêtre et on regarde quel est l'état de l'extérieur. Est-ce qu'on a une vue sur un espace naturel ou au contraire, on a des vis-à-vis ou des difficultés de vue sur l'extérieur. Également, un environnement favorable à l'activité physique et au réseau social, avec la notion de présence d'espaces verts à proximité, d'espaces récréatifs ou sportifs, d'espaces partagés ou d'activités culturelles et d'animation. Ce sont des éléments également qui ont été pris en compte dans la notion d'environnement proche de l'habitat, que nous avons considéré comme des éléments également importants sur la santé des occupants. Également la présence de voies cyclables ou de voies piétonnes qui font partie également donc de cet environnement favorable à l'activité physique et au réseau social. Voilà, donc voilà, c'est l'ensemble de ces variables qui vont nous permettre donc de noter l'habitat. Alors, il y a deux étapes pour définir le profil d'un habitat. C'est d'abord la notation par thématique. Donc, comme je vous l'ai indiqué, l'évaluation est donnée à chaque thématique par la plus mauvaise note obtenue par au moins une des variables en sens 1. Et nous allons avoir donc différents types de couleurs, vert, jaune, orange ou rouge. Et donc, on va voir, par exemple, lorsqu'on reprend la grille sur la diapo suivante, on va immédiatement voir dans cette vue d'ensemble quelles sont les thématiques qui posent question.
en matière d'impact sur la santé des occupants. Et donc ce profil de l'habitat en fonction de couleur et du score par thématique permet de faire ressortir finalement immédiatement les problèmes, ce repérage de problèmes de santé liés à cet habitat. La deuxième manière de noter cet habitat, c'est d'avoir une note globale en vue de caractériser son profil un peu de manière synthétique. Alors, vous avez sur cette diapositive comment on calcule la valeur du Tommy-Score en fonction des thématiques vertes, jaunes, oranges et rouges, donc en fonction du nombre de thématiques par rapport à la cotation. Et nous allons avoir donc des plages de classe de Tommy-Score vert, jaune, orange et rouge en fonction d'un habitat qui peut être défavorable à la santé lorsqu'on est dans un score global entre 24 et 48 et un habitat favorable à la santé et au bien-être, donc coloration verte entre 0 et 7 pour la valeur du Tommy-Score de l'habitat. Donc c'est deux manières d'apprécier ce Tommy-Score, soit avec une grille qui fait ressortir les thématiques qui posent question et donc qui permet ensuite de réagir par rapport à ces thématiques qui ne sont pas, qui donnent un score qui est moins bon, et puis de caractériser globalement le Tommy-Score pour avoir une note globale telle que on le présente ici sur la diapositive. Alors cette utilisation du Tommy-Score, elle est proposée à une large gamme d'évaluateurs qui sont habitués à visiter des logements. Vous avez ici plusieurs catégories d'évaluateurs qui interviennent dans les logements et qui peuvent être amenés à utiliser cette grille Tommy-Score pour faire du repérage, pour permettre donc dans un parc immobilier ou dans un habitat donné d'avoir cette évaluation sous forme de la grille du Tommy-Score. Nous avons également élaboré une formation d'une durée qui tourne autour de 2 heures pour aider à bien comprendre cette grille, comment l'utiliser. Et donc, les personnes qui ont fait le test du Tommy-Score l'année dernière ont été formées pendant au moins 2 heures pour avoir une aide au remplissage de la grille, savoir comment aller rechercher les sources et les informations à mobiliser. Et on a constaté que la durée moyenne pour remplir la grille était autour de 1h30, mais sûrement un peu plus importante pour des personnes qui démarrent, qui commencent à s'habituer à cette grille. Mais ensuite, quand on a compris le sens de cette grille, ça va un petit peu plus vite. Alors, c'est l'utilisation du Tommy-Score pour arriver à mes conclusions de présentation de ce Tommy-Score. Eh bien, il y a plusieurs scénarios d'utilisation du Tommy-Score. D'abord, un outil de repérage de situations préoccupantes pour repérer des habitats les plus dégradés et repérer aussi certaines vulnérabilités des occupants. Donc c'est un outil intéressant pour repérer ces situations préoccupantes qui peuvent avoir un impact sur la santé des occupants et qui peut permettre cet outil de repérage d'aller plus loin en menant plus avant des diagnostics complets sur l'habitat. Ce peut être aussi un outil d'interpellation des organismes et autorités compétentes sur la base d'informations qui sont validées et partagées. C'est aussi un outil d'aide à une politique de l'habitat et de la gestion d'un parc immobilier. Ça peut permettre de décrire l'état d'un parc immobilier sur un territoire et de caractériser le profil de portefeuille de logements sociaux ou privés. Et puis, c'est un outil qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas pour l'instant dans la réglementation, comme peuvent l'être d'autres grilles, et donc il peut être adapté, mais il permet d'accéder à une information qui est harmonisée et donc valide et qui va permettre de promouvoir la qualité de l'habitat. Alors, on a été aussi amené à prendre en compte la vulnérabilité de certains occupants en définissant deux types de vulnérabilité, celles qui sont constatées lors de la visite. Par exemple, on a des enfants en bas âge, des personnes âgées, des personnes qui ont un handicap physique, individuel ou cognitif, ou des vulnérabilités qui sont signalées par des tiers ou voire des
déclarées par les occupants. Et donc, ces vulnérabilités des occupants ont été aussi prises en compte dans la grille d'Omiscore, avec des pénalités, si je puis dire, qui sont ajoutées à la variable à partir de la cotation qui est indiquée donc, dans un tableau qui est le suivant. Voilà ce qui a été proposé. Alors, ceci reste encore à discuter, mais par rapport aux catégories de personnes que j'ai citées, et en fonction de certaines variables, on va pénaliser finalement la cotation en ajoutant donc un facteur, une cotation donc, supplément des facteurs de vulnérabilité des occupants par rapport à cette notion potable, d'éclairage, etc., comme vous le voyez sur ce tableau. Alors en conclusion, ce Domiscore est un outil innovant et il est surtout complémentaire des autres outils existants. En tout cas, il ne veut pas se substituer aux autres outils existants en matière de diagnostic de l'habitat. C'est plus intéressant parce qu'il prend en compte ces dimensions santé de l'habitat et de son environnement proche, que cette grille est facile à remplir en fonction des éléments dont on dispose, que les évaluateurs ont des profils variés et que c'est une approche donc, qui prend en compte plusieurs thématiques et plusieurs variables, et enfin qui prend en compte la vulnérabilité des occupants. Donc c'est un outil qui bon, a été publié l'année dernière, qui mériterait d'être utilisé pour qu'on puisse avoir des remontées d'informations, pour pouvoir le faire évoluer, évidemment. Il a été testé par de nombreuses personnes dans les rapports du Haut Conseil de la santé publique que vous voyez dans cette dernière diapositive, qui vous présente donc le rapport initial sur l'état des lieux, des connaissances et des recommandations pour asseoir des politiques publiques pour un habitat sain, donc au mois de janvier 2019. Et puis, sur le site du Haut Conseil de la santé publique, il y a un site de la grille Domiscore pour pouvoir donc l'utiliser. Et on a fait aussi un rapport en 2020 qui permet de prendre en compte tous les tests qui ont été faits, comment les formations ont été faites, les résultats qu'on a obtenus sur les tests et comment on a fait évoluer cet outil déjà l'année dernière pour vous présenter ce que je vous ai présenté aujourd'hui, pour vous faire connaître cet outil Domiscore et permettre donc d'avoir un outil supplémentaire et complémentaire aux autres outils pour repérer des situations préoccupantes par rapport aux risques liés dans l'habitat. Vous avez dernière diapositive sur le centre de ressources du Comité régional d'éducation pour la santé de Grèce-PACA, les éléments pour pouvoir avoir encore plus d'informations.